14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On s'arrête pour décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on va revenir aujourd'hui sur cette séquence, cette rencontre plutôt entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue syrien Ahmed al-Shara. La rencontre a eu lieu hier et il s'agissait de la deuxième rencontre en 4 mois entre les deux dirigeants quand même. Bonjour Wassim Nass, Bonjour. c'est vous qui avez sélectionné pour nous le cliché qu'on va commenter Mm. ensemble. On le regarde peut-être et puis vous nous expliquez de quoi Très bien. il s'agit. Donc en fait, c'est la deuxième rencontre, comme vous l'avez très bien rappelé, entre Ahmed al-Shara, donc le président syrien, et le président Poutine. Il faut dire que c'est la seule rencontre qui s'est faite à 2 fois avec un chef d'État hors les pays de la région. Donc c'est très important parce que ça marque en tout cas l'importance de la relation de la Russie avec la Syrie, l'importance que les deux hommes, donc les deux présidents, misent sur cette relation. Il y a plusieurs intérêts entre les deux pays, malgré l'animosité jusqu'au dernier moment, parce qu'on se rappelle quand même que la Russie a aidé, a soutenu Bachar al-Assad jusqu'au bout, et que Bachar al-Assad, donc le président déchu, a trouvé refuge en Russie à l'heure où on parle. Donc il y a beaucoup d'intérêts entre les deux. Il y a des bases russes en Syrie. Il y en avait 3. Maintenant, il y en a 2. La base de Kamishli a été évacuée donc dans le nord-est il y a 2 jours. Il y a 2 bases militaires, une base aérienne à Hmeimim et une base donc navale à Tartus. Et pourquoi ça intéresse la Russie? Parce que la base de Hmeimim aérienne, c'est celle qui fait la logistique entre la Russie, le territoire russe et le continent africain. Donc on sait l'importance du déploiement russe sur le continent africain. En ce qui concerne la base navale de Tartus, donc c'est un port, c'est le seul port sur la Méditerranée en capacité d'accueillir les sous-marins nucléaires russes, sachant que la mer Noire est fermée. Donc si les sous-marins nucléaires russes veulent se ravitailler, il n'y a que le port de Tartus. Donc l'intérêt stratégique pour la Syrie, il est bien réel. Et la Syrie a aussi des cartes à jouer avec Damas. Par exemple, il y a tous les contrats industriels et miniers qui avaient cours avec la Russie avant la chute d'Assad. Pour certains, selon nos informations, vont être réactivés. Ça veut dire les compagnies russes auront priorité sur les autres compagnies, par exemple sur le phosphate, parce qu'elles étaient déjà sur place et elles exploitaient déjà. On pense aussi aux produits agricoles. Par exemple, la Russie est le seul pays qui a très vite envoyé du blé et des céréales au nouveau pouvoir syrien. Ça veut dire on parle de quelques semaines après la chute d'Assad. Et il y a aussi un volet très important qui peut rester sous les radars, mais c'est le volet militaire. Ça veut dire l'armée syrienne, la nouvelle armée syrienne, tout son équipement, ou 80% de son équipement, est de provenance russe ou de fabrication russe. Donc ils ont besoin des arsenaux russes pour acheter du matériel pas cher et facile à utiliser. Du coup, s'il fallait résumer la nature de cette relation en un mot, ce serait quoi? Ça serait intéressé peut-être? C'est une relation bilatérale, contractuelle, disons, et elle ne vient pas, c'est pas gratuit. Gagnant-gagnant, on va dire. On va dire ça, mais ça coûte cher politiquement au président syrien, parce que convaincre sa base que les Russes qui les bombardaient avec les avions et qui soutenaient Assad il y a encore 1 an, vont être désormais des partenaires, c'est difficile. Et en même temps, pour le président Poutine, c'est très difficile de dire que cet ancien djihadiste, en l'occurrence le président Shara, est aujourd'hui un partenaire. Alors, on va regarder justement l'état de ces relations al-Shara avec d'autres puissances. On va parler de Donald Trump, forcément. Vous parlez de ses relations avec les Américains. Donald Trump qui assurait hier, à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue syrien, que tout se passait très bien. On va l'écouter, on en reparle juste après. J'ai eu une excellente conversation avec le très respecté président syrien. Et tout ce qui concerne la Syrie et cette région se passe très, très bien. Nous en sommes donc très heureux. Tout se passe si bien, Wassim, alors? Tout se passe bien, en tout cas comme l'entend Donald Trump. Parce qu'il faut rappeler que Donald Trump a ramené la Syrie dans le giron des États-Unis. Donc la Syrie qui était hors, disons, alliance américaine avec les pays de la région depuis plusieurs décennies, même si ponctuellement, le père d'Assad a eu certaines alliances avec les Américains pendant la guerre d'Irak. Donc pour Donald Trump, c'est un gain très important de ramener un pays très important géographiquement et stratégiquement dans le giron américain. On met ça aussi dans le contexte de l'Iran.
Parce qu'on sait très bien que sous Assad, la Syrie était alliée à l'Iran. Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de tout faire pour essayer de garder la Syrie loin de l'Iran, en gardant en tête aussi le contexte irakien. Parce que l'Iran est toujours influente en Irak, l'Iran est toujours influente au Liban, et si la Syrie reste du côté des États-Unis, ça va entraver la politique iranienne dans la région. Mais ça aussi, donc ça vient à un prix très élevé politiquement pour Donald Trump, mais aussi pour la Syrie, parce que la Syrie est rentrée dans la coalition contre l'État islamique, à la signature de l'accord à Washington. Là, la photo, on la voit avec Donald Trump. Donc, ils sont aujourd'hui partenaires des États-Unis dans la coalition anti-État islamique dans la région. Et ça aussi, ça a un prix politique pour le président syrien concernant sa base. Parlons des Français, peut-être Emmanuel Macron, qui a été quand même le premier à ouvrir les portes des pays occidentaux à Al-Shara. Il a été beaucoup critiqué. Est-ce qu'on peut dire que le temps lui a donné raison? Évidemment, le temps lui a donné raison parce que tout le monde a suivi derrière. Donc derrière cette rencontre ou cette invitation à Paris, Donald Trump avait rencontré Shara à Riyad, en Arabie Saoudite, puis il l'a reçu à Washington. Et entre-temps, on voit bien 2 visites à Moscou, sans parler de toutes les visites au niveau régional. Donc évidemment, la France a eu raison parce qu'elle a compris quel était le projet de ce président syrien et qu'il fallait miser là-dessus pour gagner ou récupérer une certaine stabilité en Syrie après 14 ans de guerre civile, sachant que la France n'a jamais flanché sur son animosité vis-à-vis du président Assad, et même son frère était jugé ici même en France, donc le frère d'Assad, l'oncle d'Assad, pardon, Rifat al-Assad. Donc la France mise sur la stabilité après 14 ans de guerre civile, mais aussi sur son influence sur d'autres acteurs en Syrie, donc en l'occurrence les forces démocratiques syriennes qui sont un commandement kurde que la France a aidé à bout de bras pendant 1 an pour que les Kurdes de Syrie puissent récupérer leurs droits, ce qui a été accordé par le président syrien dernièrement, où les Kurdes ont récupéré des droits qu'ils réclamaient depuis la création de l'État syrien. Ça veut dire le droit à la nationalité, le droit à la langue, le droit à un jour férié et les droits normaux de citoyenneté. Ce qui a été accordé parce que aussi, encore une fois, les négociations avec les forces démocratiques syriennes étaient soutenues activement par la diplomatie française depuis la signature des accords du 10 mars dernier. La France, qui est justement un allié très proche des forces démocratiques syriennes, appelées FDS aussi, historiquement des Kurdes, quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui? On va regarder sur une carte la situation aujourd'hui, après les combats qui ont démarré début janvier et qui ont fait que les forces démocratiques syriennes, donc les zones contrôlées en jaune ici, ont été perdues au profit de Damas pour la simple raison, et moi j'étais en Syrie en décembre dernier, et le gros du travail qui a été fait, que vous pouvez retrouver sur le site de France 24, était au sujet des clans. Donc les clans arabes qui peuplent cette zone est de la Syrie. Et tous ces clans arabes, depuis la chute d'Assad, retrouvent à Damas un projet qui leur ressemble. Et donc, le projet auquel les FDS adhèrent, donc une certaine autonomie des Kurdes, ne parle plus aux populations arabes de ces régions qui ont juste fait défection, ce qui explique la défaite territoriale des FDS pendant quelques jours. Donc là, on voit aujourd'hui que des négociations sont toujours en cours. D'après mes informations, aujourd'hui même, il y a une délégation qui va aller à Kobané, donc cette ville symbolique, pour négocier avec les Kurdes pour la continuité du cessez-le-feu qui dure depuis 48 heures. Et qu'est-ce qui va être gagné par rapport à ce qu'ils réclament, par exemple, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur ou ailleurs, mais aussi pour d'autres opposants kurdes que forcément juste les forces démocratiques syriennes représentées aujourd'hui par le YPG kurde. Sur le terrain, puisqu'on y est, on va poursuivre. On a commenté ces derniers jours le transfert de sécurité des prisons, aussi des camps de détention des FDS, la majorité kurde, aux autorités de Damas. Ça s'est déroulé dans la confusion la plus totale. On en est où exactement là? Effectivement, il y a eu beaucoup de confusion. On va remettre la carte pour voir un peu où sont les prisons et les camps. Donc on va voir sur la carte qu'il y a 2 camps majeurs, donc 2 camps de familles, disons, de djihadistes, le camp d'Al-Hol et le camp d'Al-Roj. Le camp d'Al-Roj toujours sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, donc du YPG. Le camp d'Al-Hol qui est entre les mains de Damas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de confusion à Al-Hol qu'on voit et à la prison de Shaddadi qui a été abandonnée par les forces kurdes, et avant que les forces gouvernementales arrivent, il y a eu une période quand même de chaos. Paradoxalement, la prison de Raqqa était bien gérée, donc les clés de la prison étaient données aux autorités syriennes qui par ailleurs sont en train de faire le tri parmi les prisonniers. On va voir des images d'hier soir du camp d'Al-Hol, donc une tentative de sortie du camp.
Donc on peut peut-être voir les images qui en fait étaient empêchées par les forces de sécurité syriennes. C'est la deuxième tentative qui échoue. Il y a une tentative très importante par une cellule de l'État islamique il y a quelques jours. Donc 6 combattants de l'État islamique ont essayé de sortir des familles. Des gens ont réussi à sortir. Et puis ils ont été empêchés au dernier moment par les forces de l'ordre syriennes. Donc la situation reste très tendue pour la simple raison que Là, ce sont les images du camp d'Al-Hol. c'est les images du camp d'Al-Hol, mais c'est pas les images de la tentative qu'on aurait pu voir, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, c'est une patate chaude, disons. Voilà les images de la tentative. On peut peut-être entendre même le son. Donc ça, c'était hier soir. Ça, c'était hier soir, donc une vraie tentative d'échapper du camp qui a été empêchée. Donc toutes les rumeurs qui disent que les forces syriennes essayent d'empêcher ou essayent de libérer les djihadistes des prisons, ce n'est pas vrai. Ils essayent plutôt de les empêcher. Et d'ailleurs, il y a eu un grand édito de l'État islamique il y a 1 heure qui met sur le même plan les forces kurdes, Assad, le gouvernement irakien et les nouvelles autorités syriennes. On va voir quand même des images de la prison de Shaddadi. Donc c'est la seule prison depuis laquelle il y a des djihadistes qui ont réussi à s'échapper pendant plusieurs heures. Et donc les voilà. Donc là, ce sont des djihadistes qui étaient dans la prison de Shaddadi. Là, ils sont récupérés par des civils sur la route. Là, la caméra va tourner, on va voir. Ils erraient sur les routes. Et ils sont comme ça parce qu'ils ont enlevé leur uniforme orange. Hein. Et donc, à peu près 150 ont réussi à sortir de la prison quand elle était abandonnée par les forces kurdes. 90 ont été rattrapés. Il y a encore 30 personnes dans la nature, mais on voit dans quel état ils sont. On n'a pas encore parlé, Wassim, des 2 acteurs majeurs dans la région. Difficile de faire l'impasse, Israël et la Turquie. Quel rôle joue Ankara auprès des nouvelles autorités syriennes et qu'est-ce qui se profile dans les négociations avec l'État hébreu aussi? Il faut imaginer, sans trop rentrer dans le détail, que même les rapports entre HTS, donc entre Shara et Ankara, pendant la période d'Idlib, ont toujours été des rapports de force. Donc, je t'aime, moi non plus. Donc si les Turcs pouvaient contrôler Shara autant qu'ils pouvaient, ils l'auraient fait jusqu'au bout. Il faut rappeler quand même qu'en novembre 2024, les Turcs essayaient encore de retisser des liens avec Bachar al-Assad. Et qu'en novembre 2024, le 28, l'opération d'Ahmad Shara a été lancée, Alep a été prise, puis Assad est tombé. Et donc les Turcs, évidemment, ils se sont précipités à Damas parce qu'ils ont des bons rapports avec Damas. Mais c'est un rapport de force. Ça veut dire que les Turcs ne sont pas donneurs d'ordre, disons, à Damas. Et on se rappelle que le premier voyage, vu qu'on parle de voyage diplomatique, d'Ahmad Shara à l'extérieur de la Syrie, c'était plutôt vers l'Arabie Saoudite et pas vers la Turquie. Donc ils ont des très bons rapports, mais c'est aussi donc, des rapports de force et des rapports d'intérêt, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie aussi est en négociation avec le PKK kurde chez elle, essaye d'arriver à un accord pour arrêter la guérilla kurde en Turquie. Donc tous ces dossiers sont liés. Et aussi, très bien de rappeler Israël, parce que la Syrie est devenue d'une certaine manière un lieu de tension ou de compétition entre la Turquie et Israël. Donc on a vu les incursions israéliennes dans le sud, on a vu les frappes israéliennes contre les aéroports pour empêcher les Turcs d'y mettre des radars, etc., etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour être court, celui qui donne le là, c'est Donald Trump. Et Donald Trump a dit aux Israéliens et aux Turcs, vous entendez, on veut la stabilité en Syrie et on a fait le choix d'Ahmad Shara. Donc on voit que la dernière délégation israélienne qui a été envoyée pour négocier avec les Syriens, c'était à Paris, c'était il y a quelques semaines, et que la délégation avait changé par rapport à celle d'avant et qu'il y a des avancées sur le terrain des négociations. C'est peut-être un accord sécuritaire qui sera appliqué, peut-être pas un accord de paix, mais un accord sécuritaire. Et pour terminer, tout le monde mise sur la Syrie aujourd'hui parce que personne n'est en capacité, en tout cas dans la région, de trouver des solutions pour Gaza. Et donc paradoxalement, l'incapacité de trouver des solutions pour Gaza et de contenter les peuples de la région, s'il y a une réussite en Syrie, que les Saoudiens pourraient le mettre à leur crédit, que les Turcs pourraient le mettre à leur crédit, que Donald Trump peut mettre à son crédit, ben évidemment ça contente tout le monde. Donc c'est une phase, c'est une parenthèse qui pourrait être très profitable à la Syrie si la stabilisation continue. Mais évidemment, ça reste un dossier très volatile. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour ce décryptage, cet éclairage. C'était Derrière l'image. Restez avec nous, l'info se poursuit dans ce Paris Direct avec votre grand format. Tout de suite, c'est l'heure du focus. Regardez.